Bonsoir mes amis, ce soir je souhaite vous sensibiliser sur un comportement nocif, sur un fonctionnement toxique s'appuyant sur un mécanisme de défense assez archaïque que l'on nomme identification projective et aussi faire le lien entre ce mécanisme de défense d'identification projective et l'étymologie du mot perversion. Précision importante, quand je parle de comportement nocif ou toxique, je parle d'un comportement qui sert à un individu de maîtriser en lui un conflit ou un malaise profond qu'il ne veut pas voir, et tout ceci au détriment de quelqu'un d'autre. C'est ce type de comportement que je qualifie de nocif ou de toxique, et nous allons voir ensemble comment l'identification projective amène à ce type de fonctionnement. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. Pour celles et ceux qui me suivent sur cette chaîne, vous savez bien que j'évite d'utiliser des termes médicaux et psychiatriques dans mes vidéos. Ce sont aussi des termes que l'on peut retrouver en abondance sur internet et parfois à tort, en particulier les termes de perversion et de perversion narcissique. Voilà pourquoi il m'importe d'appuyer mon raisonnement sur une définition ou sur l'étymologie des différents termes et concepts que j'utilise. Et donc dans cette vidéo, je définirai tout d'abord les termes de projection et d'identification dans le but de vous présenter ce qu'est l'identification projective, tout en illustrant ces définitions par des exemples. Ensuite, j'utiliserai l'étymologie du mot perversion pour faire un lien entre ce que l'on nomme l'identification projective et la perversion. Selon le Larousse, la projection est un mécanisme de défense qui consiste à attribuer à autrui un sentiment éprouvé par soi-même mais que l'on refuse. Je ne fais que lire la définition donnée par le Larousse. Exemple de projection, j'éprouve un ressentiment à l'égard de mon patron, ressentiment que je n'accepte pas, peut-être parce que ce ressentiment entre en conflit avec mes propres valeurs morales, ressentiment qui peut donc réveiller de l'angoisse ou de la culpabilité chez moi. Ce que je vais inconsciemment faire dans le cas de la projection, c'est que je vais me libérer de mon ressentiment en le projetant sur mon patron, ce qui amène à me persuader que c'est mon patron qui a de l'amertume à mon égard. Je me prémunis de l'angoisse en inversant la situation, en me jouant de moi-même. L'utilisation de la projection m'amène à penser que ce n'est plus moi qui ai de l'amertume envers mon patron et que c'est finalement mon patron qui a un ressentiment à mon égard. Inversion de la situation. Toujours selon le Larousse, le mécanisme d'identification est le processus par lequel un sujet emprunte un représentant à l'existence expressive d'un autre sujet qualifié pour cela d'objet. Ce représentant est le plus souvent un trait unique, isolé, particulier à l'autre personne, vêtements, attitudes, gestes, plis de personnalité, etc. Je lis une nouvelle fois la définition donnée par le Larousse. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pour que vous compreniez bien, je vais vous donner un exemple d'identification qui m'a personnellement concerné. Jeune adulte, je n'avais à l'époque aucune confiance en moi et naturellement, automatiquement, il m'arrivait d'adopter un style vestimentaire ou un style d'expression d'un proche qu'au fond j'estimais supérieur à moi, jusqu'à l'envier. En quelque sorte, en adoptant certains traits de ce proche, en m'accaparant certaines spécificités qui à mes yeux élevaient ce proche, je soulageais ma profonde mésestime de moi-même. Et tout ceci dans un mode inconscient. Finalement, en adoptant des traits de la personne que je mettais sur un piédestal pour une quelconque raison, je visais à m'estimer et à prendre confiance en moi, mais au fond de manière fragile, car basée sur un mensonge envers moi-même. L'identification projective est un mécanisme de défense introduit par Mélanie Klein. C'est un mécanisme qui, comme son nom l'indique, exploite la projection et l'identification. Concrètement, en usant de l'identification projective, il va y avoir deux phases quand une personne A va chercher à se libérer, à se dédouaner de son intention ou de son désir qu'elle refuse, mais dans la finalité de le satisfaire. Quelles sont ces deux phases propres à l'identification projective ? Une première phase de projection, durant laquelle la personne A va projeter son désir ou son intention inacceptable sur une personne B. Pensez à l'exemple du ressentiment envers le patron que j'ai donné tout à l'heure. Une deuxième phase d'identification durant laquelle la personne A va s'identifier à B
en reprenant en possession le désir ou l'intention inacceptable qu'elle vient pourtant de projeter sur B. Et là, vous pourriez me demander, mais pourquoi vouloir reprendre possession d'un désir ou d'une intention dont la personne elle-même a voulu se libérer? Je vais vous répondre par le biais d'un exemple très simple d'identification projective pour que vous voyez plus clair. Imaginons que je suis en couple avec une femme depuis des années. J'ai l'intention intime de la tromper, intention qu'au fond je refuse parce qu'elle génère en moi angoisse et culpabilité. En usant de l'identification projective, qu'est-ce que je vais faire? Première phase, sur un mode inconscient, je projette d'abord mon intention d'infidélité sur ma partenaire. Première phase qui est une projection. Deuxième phase, alors persuadé que ma partenaire veut me tromper, je raisonne ainsi. Ah, tu veux me tromper? Eh bien, je ne vais pas me gêner pour faire de même. Deuxième phase d'identification à ma partenaire en lien avec l'intention que j'ai au préalable projetée sur ma partenaire. Vous voyez le retournement de situation? Au lieu de pleinement admettre, dès le départ, mon intention de tromper ma partenaire, au lieu d'être honnête dès le départ avec moi-même, j'ai le réflexe inconscient de faire un détour en passant par ma partenaire et en lui faisant porter la responsabilité de mon infidélité future. Je justifie mon infidélité future en me persuadant que ma partenaire a l'intention de me tromper. Je justifie mon infidélité future en faisant porter le chapeau à ma partenaire, après lui avoir collé à la peau ma propre envie de la tromper. Et là, je vais me mettre à interpréter chaque parole, chaque fait et geste, chaque absence de ma partenaire pour nourrir le mensonge que je me suis construit à moi-même et que je fais subir quotidiennement à ma partenaire. Chaque interprétation justifiera mon infidélité que j'ambitionne secrètement. Via l'identification projective, je passe donc d'une intention qui m'est intolérable à une intention tout à fait justifiée, à mes yeux, de la tromper. Et tout ceci dans un mode inconscient. J'ai pris l'exemple du couple, mais ce type de mécanisme, on peut le retrouver dans toute relation, qu'elle soit sentimentale, amicale, professionnelle et même familiale. J'en arrive à l'étymologie du mot perversion. Toujours selon le Larousse, je lis la définition, le mot perversion vient du bas latin perversio, du latin pervertere, qui veut dire retourner, mettre sans dessus-dessous, qui était employé pour désigner la falsification d'un texte puis la corruption morale. Il renvoie à la notion d'un bouleversement faisant passer du bien au mal, d'un dévoiement faisant quitter le droit chemin. Il a signifié corruption morale et en médecine, altération d'une fonction normale. Ce que je retiens de cette définition associée au domaine de la psychiatrie, c'est l'étymologie du mot perversion qui vient de pervertere, signifiant retourner, mais aussi le passage du bien au mal via la perversion. Et nous avons vu tout à l'heure que chez le sujet usant du mécanisme de l'identification projective, ce mécanisme amène à un retournement dans la vision, dans le vécu d'une situation. L'identification projective amène même objectivement à un retournement de situation, en faisant de la victime un bourreau et en faisant d'un bourreau une victime. Il y a aussi dans l'identification projective une stratégie pour maîtriser un conflit ou un malaise psychique profond qui n'est pas accepté consciemment. En fait, cette stratégie implique de dénier une réalité interne insupportable, toujours au détriment de l'autre, en manipulant l'autre, et parfois de manière très subtile. L'autre n'est finalement qu'un outil qui permet de soulager un malaise inconscient sans que le sujet n'ait à se confronter directement à son malaise, c'est-à-dire de manière honnête avec lui-même. Précision très importante, une utilisation inconsciente de l'identification projective ne fera pas de vous automatiquement un pervers ou un pervers narcissique, terme souvent utilisé de manière abusive encore une fois. Il n'y a qu'un médecin spécialiste qui pourra constater si vous êtes ou non de structure perverse, en jaugeant le degré d'utilisation de certains mécanismes de défense archaïques et aussi comment ces mécanismes de défense s'intègrent dans votre fonctionnement psychique. Cela relève de la psychiatrie et certainement pas de la connaissance des youtubeurs et des influenceurs s'ils ne sont pas psychiatres.
Donc ce soir, mon but n'est que de vous sensibiliser sur ces mécanismes psychiques, sur certains fonctionnements nocifs, mais surtout pas de vous inciter à faire des diagnostics. N'hésitez pas à me faire part en commentaire de vos questions et de vos remarques. Vos retours m'intéressent grandement, ils me permettent de faire évoluer ma propre réflexion sur ces sujets passionnants. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt sur la chaîne.